Bon après-midi. Donc, mon nom est Alexandre Saint-Onge. Je vais parler avec mon amie Marie-Douce Saint-Jacques à propos du projet. Mais je voulais juste dire quelques mots avant pour souligner le décès de David Thomas, qui est donc décédé de la nuit de mercredi à jeudi. Donc, toutes mes pensées pour sa famille, pour sa fille Nina, pour Michel, sa conjointe, qui est aussi la directrice de la galerie ici. David, qui était pour moi un grand artiste, quelqu'un qui m'a beaucoup influencé, qui a été très important. Aussi un être humain, je crois, des plus précieux. Ça a été quelqu'un qui a participé aussi dans ce projet-ci. Donc, pour moi, c'est un honneur qui a pu contribuer peut-être pour la dernière fois, donc une de ses dernières œuvres dans le cadre de ce projet. Et il y a aussi un projet qu'il va faire au DHC Art, je crois, pour le projet Yoko Ono. Fait que voilà, pour moi, David, c'était un modèle d'intégrité absolue. C'est quelqu'un qui a toujours encouragé autant ses étudiants puis les gens autour de lui à être toujours les plus proches d'eux-mêmes, le plus fidèles à leurs idées, d'avoir le courage de leurs idées, de leur sensibilité. Ça a été aussi mon directeur pour ma thèse doctorale. Et c'est lui qui m'a toujours poussé à être vraiment, d'avoir confiance dans quelque chose qui est pour moi qui est fondamental. Il m'a encouragé à rester aussi opaque et hermétique que possible. Et il m'a appris cette idée que l'opacité et l'hermétisme comme mode de résistance était peut-être quelque chose qui ouvrait sur un possible. Et c'est pour ça que je dirais, je ne veux pas en rajouter davantage. Je ne pense pas que David aurait aimé qu'on surdramatise le tout. Mais de toute façon, on va revenir plus pragmatiquement sur son apport au projet puis ma relation à David plus tard quand on va parler plus spécifiquement. Ouais, voilà. Je voulais juste commencer avec ça parce que c'est important. Merci. Bonjour. Quand vous m'entendez, ça va? Quand on m'a invité à participer à la programmation pour l'exposition d'Alexandre, avec l'accord d'Alexandre, j'ai décidé de proposer ce qu'on a appelé un dialogue improvisé. Et ensuite, j'ai réalisé que c'était peut-être un petit peu une formule pléonasmique, puisque comme dit John Cage, et comme c'est grâce à Jacob Wren, en fait, qui dit souvent cette citation, une conversation, c'est quand on ne sait pas ce que la personne avec qui on parle va dire. Donc, pour ajouter néanmoins un petit peu d'improvisation plutôt concrète au projet, j'ai proposé à Alexandre de aiguiller notre conversation à l'aide de petits papiers chiffonnés. Et bon, il y a plusieurs raisons pour ça. Une des raisons, c'est que pour ceux qui sont un peu familiers avec l'exposition, il y en a que c'est, j'imagine, la première fois qu'ils viennent, il y en a qui sont venus plusieurs fois. Il y a plusieurs formes de chiffons dans l'exposition, de papier chiffonné de différentes matières. L'autre raison, c'était pour faire un petit clin d'œil au système cher à Alexandre, qui est le système d'algorithmes et de poésie aléatoire. Mais là, ici, on a une version plus analogique. Mais avant qu'on commence, je vais juste faire un petit récapitulatif très bref de l'exposition. Je pense que ça vaut la peine, puisque c'est quand même un projet dense et assez complexe. Bon, disons, dense. Alexandre, tu as été ici physiquement dans la galerie pendant 1 mois, 5 jours par semaine, 2 heures par jour, et tu as pris possession du mur au centre de la galerie, dans lequel tu avais installé ce qu'on pourrait décrire presque une sorte de base de contrôle. Tu confirmeras avec moi, mais je pense que tu avais un synthétiseur, plusieurs dispositifs sonores, tu avais des caméras de surveillance qui projetaient des images, entre autres dans l'autre pièce derrière nous, la pièce vidéo. On pouvait d'ailleurs de temps en temps voir une partie de ton corps projetée sur le mur. Moi, du temps que je suis venue assez souvent, je pense. J'ai vu tes mains de temps en temps. Sinon, on pouvait t'entendre. Donc, les gens qui venaient visiter la galerie
dans les heures où tu étais là, pouvaient t'entendre, mais ne te voyaient pas. Les gens qui visitaient la galerie quand tu n'étais pas là, donc après ton départ, pouvaient aussi t'entendre, mais c'était des post-sonorisation. On peut dire que tu as séparé ton projet en trois, divisé en trois, c'est-à-dire le son, le texte et l'image, la vidéo. La pièce dans laquelle on est ici, c'est la pièce que tu décrivais plus, la pièce plus textuelle. Et pour te citer, au centre de la pièce, il y a une grosse machine psychédélique qui fabrique des mots, qui était au départ sur... Mais le tout est une grosse machine psychédélique. Le tout est une grosse machine psychédélique. Dans la pièce juste derrière, c'est la pièce vidéo. Tu as donc il y avait des projections sur le mur, comme je disais, mais il y avait aussi des caméras de surveillance que tu as placées dans la salle à l'entrée et qui donnaient des points de vue plus détaillés des performances des personnes que tu avais invitées, dont surtout celles de Anne-Françoise et de Manon Labrec. Et Thomas Bégin et aussi. De Thomas, en fait, ça. les trois qui ont investi plus qui ont l'espace, investi là, la salle A, effectivement. Et finalement, la salle A, donc la première, c'est une salle, disons, dédiée au son. Toi, tu y avais installé des draps, c'est-à-dire des tissus de velours mauve qui bougent, qui ondulent, sous lesquels il y a des petites machines cinétiques. C'est un dispositif que je t'ai déjà vu utiliser dans le passé, je crois. Je l'ai utilisé une fois avant dans la performance de 24 heures que j'avais donnée au Cœur des sciences à l'UQAM, qui s'appelait « Créatures hermétiques dans mon char bébé, des otages inaperçus ». C'est la première fois où j'avais utilisé ces moteurs-là pour fouetter des bouteilles de bière. Voilà. Et durant le mois, ça c'est très important, évidemment, il y a eu des invités, des artistes que tu connais, avec qui tu as collaboré depuis plusieurs années pour la plupart, et qui ont investi une partie, c'était en fait plutôt éparpillé dans l'espace, qui ont investi un petit espace avec différentes approches. Il y a eu en premier Anne-Françoise Jacques. Il y a eu Thomas Bégin, Simon Brown, David Thomas, Manon Labrec et David Yavé Johnston. Et bien que vos performances étaient simultanées, ce qui était particulier, c'est que vous ne vous voyiez pas. Et pourtant, les performances se répondaient sans le moindre doute. On communiquait à travers le mur, on était séparés, liés à la fois. Tout était... Donc, j'aimerais que tu me parles en premier de la dernière performance qui a lieu ici, c'est-à-dire celle de David Yavé Johnston. Oui, qui est ici aussi. Oui, je l'ai vu tantôt, il est tout au fond. Ouais. Oui, donc c'était notre première collaboration. On avait collaboré dans le passé avec un de mes groupes, avec Yavé, mais en duo. C'était la toute première fois ça fait longtemps qu'on parlait, parce que Yavé est un interlocuteur assez unique et singulier ici à Montréal au niveau pour la poésie électronique, puisqu'on n'est pas beaucoup à travailler l'idée de poésie électronique, puis ce rapport à la poésie générative. Donc, Yavé pourra vous expliquer mieux que moi c'est quoi son système. Il travaille à partir donc de Neuronal Network dans Python pour aller chercher donc utiliser la structure de l'Internet et de différents algorithmes pour créer de la poésie générative, qui a créé donc ce texte et invitait des gens donc à venir lire des fragments du texte ou encore en temps réel. Et moi, j'entendais le tout et j'essayais de traduire, en fait, puisque c'était une des seules performances qui a eu lieu en anglais, étant francophone. Je parle quand même pas pire anglais, mais dans le fond, ce que je faisais, moi, je faisais donc tous les sons pendant que les gens lisaient le texte. Et à chaque fois que je voyais un mot que je ne connaissais pas ou que je ne comprenais pas, j'essayais de l'écrire sur un des rouleaux. Comme ça, c'était une des pratiques que j'ai faites de cette performance-là. Donc,
on voit les deux rouleaux, ça c'est le résultat. Donc, avec un dispositif, donc non seulement je ne comprenais pas les mots, j'essayais de transcrire les mots que je ne comprenais pas, mais j'essayais de le faire avec un dispositif que j'utilise avec Simon Brown, souvent que j'ai parlé tantôt, pour écrire. C'est-à-dire, je mets un crayon au bout d'un truc comme ça, ce qui fait que c'est très difficile d'écrire des mots. Et j'essaye tant bien que mal donc, de traduire les mots que je ne comprends pas pour les rendre encore plus incompréhensibles. En fait, créer des graphies, puis ces graphies-là, après, sont analysés par ordinateur et structurent les différents sons. Dans ce cas-ci, les graphies structuraient des sons électroniques. Donc, ça devenait comme des types de partitions graphiques qui étaient hors de mon contrôle. Fait que c'est tous ces trucs-là. Mais avec un truc, c'est tout simple, c'est un truc pour débloquer les tuyaux. Ouais. Fait que voilà, c'était essentiellement ça. Si je ne sais pas s'il y avait quelque chose à rajouter. Non, c'est correct. Ouais. Voilà. Fait que il y a toujours plusieurs éléments, mais disons que ça se résumait à ça en gros. Puis toutes les performances étaient faites comme pour rester le plus proche de l'installation possible. C'était assez comme un principe par performance qu'on déployait dans le temps, mais d'une manière assez répétitive et minimale pour, comme les gens pouvaient rentrer et sortir, etc. Vraiment comme d'un concept plus proche de l'installation que de la performance où il y a un début, une fin, un développement. Fait que c'était un des trucs que je voulais essayer dans ce projet-ci, c'est de faire de quoi qui était presque plutôt qui était autant spatial que temporel, où dans une performance, le facteur temps est très important. Ici, j'essayais de ramener le rapport, l'aplatir au spatial, puis le décliner donc plus dans toute la galerie. Donc, ce n'était pas important nécessairement d'assister, de voir ça du début à la fin, pour moi. Mais après, c'était libre à vous de rester ou de ne pas rester. Oui, mais ça l'a changé énormément au fil des semaines, ça c'est certain. Oui, donc il y avait quand même, c'est ça, il y avait le processus. Oui. Ouais. Ici, il y a le nom de Manon Labrec qui sort. Manon, qui est une des deux personnes qui a fait des installations plus cinétiques, qui avait pris possession du mur de l'autre côté dans la grande pièce et dont les machines, si on peut les appeler comme ça, sont restées tout au long, à partir de cette performance jusqu'à aujourd'hui et qui produisent des sons analogiques. Oui. Donc, avec Manon, elle voulait travailler, parce que comme le dialogue en ce moment est improvisé, juste répéter que c'était vraiment un rapport à l'improvisation, parce que la base du projet, c'était de voir quel type de matériaux émergeait de gestes improvisés, c'est-à-dire une fois que le dispositif est pensé. On a discuté comme on s'est entendu sur une base, mais après, c'était complètement libre. Puis donc, la seule chose que Manon m'avait dit, c'est qu'elle voulait travailler à partir du mur, puis essayer de communiquer, travailler dans cette relation-là, que moi, je suis dans le mur, et de voir comment on pouvait créer un dispositif qui réagissait. Avec maintenant, ce qu'on voit quand les sculptures cinétiques sont activées, c'est une programmation. Mais pendant que j'étais dans le mur, tout le long que j'étais dans le mur, il y avait des capteurs de mouvement à l'intérieur du mur. Et quand je passais devant un des objets, l'objet était activé. Donc, ma présence était manifestée par ces objets. Puis il y avait comme un écho comme ça. Puis dans la performance, c'est que Manon a utilisé ça comme un instrument, en fait, plutôt, puis elle a performé. Mais ce qui est intéressant dans le cas de Manon, encore une fois, comme tu dis, on ne se voyait pas. Mon idée à la base, c'est toujours ça quand c'est improvisé, il y a comme des imprévus. Mon idée était que tous les intervenants m'entendaient mais ne me voyaient pas vu que je suis dans le mur. Mais moi, puisque je les entendais à peine, je voulais les voir. J'avais installé des caméras de surveillance pour les voir, mais finalement, les caméras de surveillance, souvent, étaient bougées par les gens, etc. Fait que je ne les voyais pas, finalement. Puis j'ai trouvé ça intéressant dès le départ. Je me disais, bon, j'aimerais ça qu'eux m'entendent, mais moi, les voir et vice-versa, mais qu'on soit comme donc dans une espèce de dialogue indirect. Mais les contingences ont fait justement que finalement, je ne les voyais pas du tout. Ce qui fait qu'avec Manon, c'était assez particulier parce que j'ai absolument aucune idée de ce qu'elle faisait, à part lorsque j'entendais ses dispositifs. Donc, puis c'était le même avec presque tous mes collaborateurs. Donc, il y avait une confiance aveugle, c'est le cas de le dire. Puis c'était complètement intéressant. Avec Manon, j'entendais certains trucs, mais j'avais aucune idée de ce qui se passait. Après, j'ai vu ses sculptures, c'était hyper intéressant, mais j'étais très content de ce que j'entendais ou ce que je pouvais percevoir. Mais encore une fois, le résultat était complètement hors de mon contrôle. Et même pour Manon aussi, qui était comme... Dans le fond, j'échantillonnais tous ces sons en temps réel. J'avais comme donc
dans mes machines un retour de son de tout ce qu'elle produisait, puis c'était réorganisé par mon mouvement dans le mur, parce que j'avais des caméras de surveillance, mais aussi des caméras infrarouges, puis des capteurs de mouvement qui sont sur mon corps, puis donc, dépendamment de mes déplacements dans le mur, les sons étaient organisés selon différents principes. Un peu c'est assez complexe. Là. Je pourrais les détailler pour les gens qui s'intéressent, mais je dirais que c'est ça. Donc, je recevais de l'information sonore qui était structurée par mon corps, mais je ne focusais pas sur la musicalité. Oui. Ouais. Donc, c'était organisé vraiment en relation de mes mouvements par rapport à différentes contraintes. Puis dans le cas de Manon, mes actions performatives consistaient essentiellement à essayer de longer le mur le plus rapidement, juste jouer sur les vitesses, en fait, parce que le mur, tout ce que je faisais, c'était long. J'allais de vite ou lent dans le mur, puisque les moteurs qui sont dans la salle, puisque c'était tout un rapport au cinétique, tous les mouvements des moteurs qui sont en dessous des tissus réagissent à ma vitesse à l'intérieur du mur, puis à ma direction dans le mur. Puis vu que la démarche de Manon travaille beaucoup avec les sculptures cinétiques, j'ai pensé plus le cinétique en relation au moteur et à la vitesse, puis de voir comment les moteurs en dessous des tissus traduisaient ma présence performative au niveau de la direction et de la vitesse. Fait que dans ce cas-là, j'ai concentré ma performance sur seulement jouer sur la vitesse de mon mouvement et la direction. Puis si les gens étaient assez attentifs, ils pouvaient sentir donc ces petites entités-là réagir ou traduire mon corps. Ouais. Manon, c'est une des seules qui a essayé de percer ou presque ton mur. Elle cognait sur ton mur à un certain moment. Oui. Mais déjà, ces appareils, il y en a un qui gratouille, puis l'autre qui cogne. Oui. Ouais. Anne-Françoise? Oui, ça, j'avais commencé avec Anne-Françoise, en sachant aussi qu'Anne-Françoise pourrait bien m'aider à habiter l'espace. C'était la toute première performance avec Anne-Françoise, donc je connais bien son travail, mais Anne-Françoise, étonnamment, on n'avait pas collaboré tant que ça. On était souvent dans des expositions ensemble. C'est une très bonne amie. On fréquente le même milieu en musique improvisée beaucoup, mais on n'a pas travaillé tant ensemble. Ça faisait longtemps que je voulais collaborer directement avec elle. Et donc, son intervention consistait à amener deux de ses sculptures cinétiques. Il y en a une qu'on voit avec les fils roses et bleus, et une autre qui est comme plus proche du comptoir là-bas. Moi, je captais les sons produits par ces sculptures, puis encore une fois, mes mouvements les réorganisaient. Et aussi, on s'était entendu pour travailler à partir de ces rouleaux de papier-là que j'avais mis dans le mur. Donc, moi, j'étais de l'autre bord du mur. Elle tirait le rouleau de papier et constituait toutes ces sculptures cinétiques-là à partir d'elle qui tirait le rouleau de papier, à partir des déchirures. Moi, ce que je faisais sur ce rouleau, c'est que j'essayais de traduire, en fait, les tissus dont je vous parlais il y a quelques instants, sont faits en soie, en fait. Puis moi, je déchirais des tissus de soie, je retirais les fils de soie. Puis ce qu'on voit dans l'autre salle, par les caméras de surveillance, c'est comme pour moi des sculptures qui sont faites d'amoncellement d'un peu des cochonneries, là, mais pour moi, ça devient des sculptures avec les fils de soie qui bougent, puis j'essaie de traduire le mouvement des fils de soie, toujours avec ça. Sur le rouleau, j'essaie du mieux que je peux donc traduire le mouvement des fils de soie qu'on voit qui bougeait avec du vent. J'avais mis comme des ventilateurs dans le mur. Fait que c'est ça qu'on voit. Comme le tracé qui est là, c'est un de ces... Fait que c'était une performance très lente comme ça de déploiement où elle faisait que prendre des fragments, constituer des sculptures. Tu avais accès, toi, au rouleau ou Moi, j'ai accès, en fait, de l'autre côté, il y a le rouleau au complet. Okay, c'est ça. Moi, je le poussais un petit peu, mais elle tirait pour aller chercher... il y a un dévidoir de l'autre côté qui permet, pour pas que ça se déchire. Ouais. Les deux personnes que j'ai... En fait, il y a deux personnes qui ont interagi particulièrement avec le rouleau. Celui-là, c'était Anne-Françoise. De l'autre côté, il y avait Manon Labrec. Et dans les deux cas, ça faisait des images assez belles, en fait, assez frappantes d'un point de vue performatif. Anne-Françoise, qui est ma grandeur, qui n'est pas très grande, mais qui... Dans le gros... Qui tirait sur le rouleau. Oui, puis elle se cachait aussi derrière, d'après ce que j'ai vu sur les photos. Oui, exact.
David Thomas, qui a eu, que tu m'as fait remarquer, sa performance était exactement au centre Oui, du mois, en fait. oui. Puis pour moi, David, justement, c'était le seul. Si moi j'étais toujours invisible, normalement mes invités, eux, étaient visibles. C'était un peu. C'est une des raisons. C'est pour beaucoup de mes choses sont dans l'obscurité, puis toutes les interventions, les contributions de mes invités sont plutôt mis en lumière pour créer une espèce d'asymétrie comme ça. David, lui, c'était un peu celui qui était le plus. Il était à part, il était charnière aussi, il était au centre des performances. Là, l'image qu'il avait proposée pour sa performance, c'était un carré gris, donc c'était pas visuel. Sa contribution n'était que sonore, il n'était pas présent. Mais là, comme il est décédé, il était aux soins palliatifs. De toute façon, donc il ne pouvait pas être présent, mais de toute façon, comme disait Michel, il aurait peut-être, il aurait pas été présent. C'est beaucoup dans sa démarche, ça. Donc, et comme il a décidé de proposer donc un espace que sonore, donc c'était une œuvre de 2 heures qu'il a créée spécifiquement pour le projet. Puis il était curieux de voir comment j'allais réagir à ça. Moi, du coup, à cause de la situation, etc., je me disais, bon, je vais y laisser tout l'espace sonore. Il ne voulait pas que je l'écoute non plus avant, mais puis que je réagisse comme vraiment, c'est très directement, puis le plus intuitivement possible à ça. Mais puisqu'il voulait que je la fasse jouer dans toute la galerie, puis que la galerie, pour que pour faire une bonne mise au son, j'ai quand même écouté, j'ai mis en boucle la première minute, puis j'ai fait une bonne sonorisation de sa pièce, mais j'ai quand même respecté ses volontés de ne pas écouter l'entièreté. Mais je l'ai mis, je l'écoutais au casque d'écoute dans le mur, et tout ce que je faisais, c'est dans le fond, je réécrivais un texte à partir d'un texte de Michel sur David, qui est dans un magnifique livre qui s'appelle Duction. Et pour moi, c'était donc la performance consistait à ça. Puis David a fait beaucoup de performances qui appelaient des installations performatives. Fait que toute l'idée d'installation performative, David était toujours beaucoup en tête dans ce projet-là pour ça, puisque lui aussi performait à l'intérieur de ses installations. Puis cette idée d'écriture en temps réel, il a souvent fait ça dans ses performances. Fait que je me suis dit, mais là, dans ce cas-là, j'avais tout mis en noir et blanc, puisque lui, il avait proposé une couleur, donc le gris. Donc j'avais tout mis en noir et blanc. L'espace et mon intervention performative consistait seulement à réécrire un texte à partir du texte de Michel sur David. Et juste pour préciser, on le voyait en temps réel sur un des écrans dans la pièce. Oui, qui était cet écran-là, c'était noir sur blanc, juste à temps que le texte soit terminé. Puis après, c'est devenu un film qui est blanc sur noir une fois que c'était terminé le processus. Ouais. Thomas Bégin. Oui, lui, donc, c'est le mur, l'espèce de mur, comme j'appelle le mur du pauvre, là, qui est mis dans la salle. Thomas disait, oui, tu veux qu'on soit comme... moi, je veux pas qu'on me voie si on te voit pas. Je veux faire la même chose. Je veux faire un écho à ta présence dans le mur. Enfin, je vais me construire un mur, puis je vais performer à l'intérieur d'un mur, mais on va communiquer à travers une corde, qui est une corde de piano, qui relie donc son mur à moi, et il me transmettait comme des codes Morse et différents types de codes à travers. Puis moi, j'essayais de les traduire en mots avec un décodeur. Puis j'improvisais en échantillonnant la corde, parce que en fond, c'est une caisse de résonance, son mur. Lui, il avait mis des aimants pour envoyer ça. Donc, ça faisait résonner la corde. J'échantillonnais la corde en temps réel, puis mes mouvements, encore une fois, réorganisaient le son. Puis c'était une performance un peu plus abrasive, celle-là, parce que Thomas, lui, drillait dans le mur, il mettait des cymbales, il cognait. Fait que on a fait de quoi d'un peu plus bruyant. Tout ça, mais encore une fois, c'était ce rapport-là à la traduction en temps réel, mais basé sur des codes Morse ou différents d'autres types de codes que Thomas m'envoyait. Ouais. C'était une performance particulièrement minimale, je dirais, en fait abrasive, mais si on était autour du mur, la seule chose qu'on pouvait voir éventuellement, c'est l'éjection partielle d'une cymbale, un moment de choc, puis après, il y avait presque rien qui se passait. Oui, il y avait plein de choses qui ne fonctionnaient pas apparemment aussi. Fait que ça, c'est intéressant. Fait que ce qui ajoute au minimal, oui, c'est ça. Mais ce qui est très intéressant, parce que c'est ça qui m'intéresse. Je trouve plus intéressant, en fait, les erreurs et les choses qu'on ne contrôle pas que les choses qu'on contrôle. Je suis d'accord. Ouais. Et c'était particulièrement, en fait, mélodique ici, la musique qui était projetée ici, dans la pièce, parce qu'il y a différentes sonorisations dans différentes pièces
selon Oui. le son que tu... Oui, que j'ai tu fait traduis. un corps sonore démembré. Toute l'idée était qu'il n'y a pas un son qui se répète dans une salle, à part, il y a de la voix partout, mais c'est jamais la même voix. Fait que c'était vraiment l'idée d'une accumulation d'un corps sonore qui est démembré. Donc, même quand je faisais, par exemple, à partir des textes, des fois, il y avait des chansons qui émergeaient, mais des fois, par exemple, le clavier, qui est un échantillonneur, qui échantillonnait des mots que je faisais, jouait là, alors que la voix était ici, alors que ce qu'on pourrait dire une ligne de base, mais c'est abstrait, mais dans ma tête, c'est une ligne de base pour une chanson était là. Fait qu'il y avait jamais... tout l'espace sonore était toujours démembré dans tout l'espace de la galerie. Ouais, comme un écartèlement, comme si c'était une machine de torture aussi. Ouais. Donc, c'est Simon, le dernier artiste à performer, Ouais. qui a performé 2 fois, Oui. sous une couverture rose. Oui, dans l'autre salle. Ouais. Simon, il est venu 2 fois. C'est un des. Dans tous mes invités, c'est celui avec qui que j'ai travaillé le plus. En fait, la plupart des gens avec qui. Vu qu'en improvisation, souvent en musique, on fait beaucoup d'improvisation, mais dans ce cas-ci, je voulais travailler l'improvisation avec des gens qui en font moins. Ou des gens qui en font pas vraiment ou qui viennent pas de la musique. Donc, c'est pour ça que j'ai invité essentiellement des artistes visuels ou des écrivains, etc., même Simon qui vient plus de la poésie, etc., à part Anne-Françoise, qui est une improvisatrice et une musicienne, les autres ne l'étaient pas. Et aussi des gens avec qui j'ai peu ou pas travaillé, mais qui sont quand même, que je sens des affinités très proches avec le travail, puis que j'aime beaucoup, puis qui sont aussi des gens fantastiques. Ça, c'est sûr, je voulais m'entourer de gens que j'aime, parce que c'est dans des projets comme ça, on ne veut pas avoir de troubles. On a assez de troubles avec soi-même. Donc, avec Simon, par contre, j'ai dit, Simon, ça va être ma figure de réconfort aussi pour le. Fait que je vais inviter quand même un ami avec qui a été important aussi dans le projet au niveau de plein de choses, comme dans ce dispositif-là qu'on travaille, parce qu'on fait beaucoup d'écriture improvisée depuis 2 ans. Moi puis Simon, on fait on est en train de travailler sur un long livre psychédélique qui est à base d'improvisation, puis à base de différents systèmes de traduction étranges. Fait qu'on travaille beaucoup avec ça. Puis ça, c'était quand même étonnamment, il y a beaucoup de machines ici, il y a beaucoup de technologies. J'avais 5 ordinateurs dans le mur, mais je dirais que c'est celle-là la plus importante. C'est celle qui était là du début à la fin du projet, puis c'est ma préférée, puis c'est vraiment une idée de Simon, et c'est un don de Simon aussi. Il m'avait donné ça. Fait que c'est important. Donc, ce qu'on faisait avec Simon, c'est que Simon avait différents livres, des livres qui sont, je dirais, qui forment notre mythologie puis notre cosmologie commune, qui traduisait en dessous, donc il était invisible lui aussi en dessous de sa couverture, et il écrivait sur le rouleau, et moi je tirais le rouleau de l'autre côté, puis tant bien que mal, j'essayais de traduire en mots ce qu'il m'envoyait. Fait que dans le fond, c'est un système, encore une fois, de traduction automatique, d'écriture automatique en relation à Simon qui essaie de m'envoyer des codes à travers le mur. Et lui, il essayait donc ça donnait toutes sortes de signes, et je les traduisais, puis ça donnait le texte. Je dirais, beaucoup de ce texte-là, vu que Simon est venu à 2 reprises aussi, c'est beaucoup la collaboration avec Simon. Fait que voilà. Puis les livres, ça allait de l'autobiographie de Normand Lamour à un livre de Bernard de Montréal, qui est un occultiste montréalais, sur lequel moi et Simon, on a travaillé déjà, et des livres sur Céline Dion, différents types de degrés, puis du Emily Dickinson, puis du Gertrude Stein, tout ça. Tous des gens qu'on aime beaucoup. Ouais. Tu m'as étonné tantôt quand tu parlais en référence à la performance avec Manon, que tu courais à l'intérieur du mur. Je n'avais pas réalisé que tu faisais des performances physiques à l'intérieur. Je pensais que tu étais Mais c'est vrai que avec tes dispositifs corporels que tu utilises depuis quelques années, ça ne m'étonne pas maintenant que tu le dis. À part le cas, la situation, la performance de Manon où tu as fait ça, est-ce que tu as refait ce genre de performance physique avec... À l'intérieur du mur, c'est justement cette fois-ci, parce que je fais beaucoup de performances qui se concentrent sur justement des actions physiques, qui réorganisent le son, qui produisent du son, etc. Dans ce cas-ci, je ne voulais pas nécessairement travailler la physicalité du corps, à part le fait que je vaque à mes occupations, à mes tâches, et la captation corporelle organise les choses, mais je n'avais pas d'idée performative au niveau de la physicalité ou du mouvement dans ce cas-ci, à part pour Manon, qui vient du milieu de la danse et de la performance. Okay. Dans le fond, avec chacun de mes invités, je m'influençais directement de mes invités pour ça. Mais je dirais sinon, non, ça consistait essentiellement des gestes d'écriture et de sonore et de chanson. Ouais. C'était vraiment pour moi
une machine d'écriture essentiellement, ce Les chansons, dispositif-là. il y en a eu beaucoup. J'en ai entendu d'une manière systématique, je Oui, pense. À aux chaque fois. 11 minutes, il y avait une chanson. Ah, c'est Ouais. pour ça. C'est une autre chose, je me disais, c'est qu'il y avait de l'abstraction, une chanson. Mais moi, c'est ce que j'appelle des chansons. Là. Il y a des Oui. gens qui appelleraient pas. C'est ça, C'est ma manière de voir la chanson. Mais donc, c'est ça. Fait que c'était vraiment un rapport écriture, traduction à travers le corps pour voir comment les mots traversent le corps. Après, c'est capté autrement par les machines. Ça retourne dans le système d'écriture. Et donc, une oscillation entre. Donc, pour moi, c'est comme aussi une boucle cybernétique, c'est-à-dire, ça part du corps, ça va vers la machine transforme, ça repasse dans le corps, ça repasse dans la machine. Puis c'est tout le temps comme ça. Fait que autant de la graphie manuelle à l'ordinateur comme dispositif d'écriture, à la voix comme instrument de base. Oui. Ouais. Parce que je m'intéresse beaucoup à ça, aux différents paliers techniques. Puis à la disparition, comme je dis dans les textes, la dispersion de la source organique à travers les différentes modalités d'écriture. Et pour moi, déjà, la voix, quand une voix sort du corps, est déjà plus organique, c'est déjà une onde. Donc, puis ça, jusqu'à la captation par microphone, puis la réorganisation électronique, est comme une exacerbation de cette idée de la perte de l'origine organique à travers, à travers ces techniques d'écriture-là. Ouais. Je pense qu'on a parlé de tous les performeurs et toutes les performeuses. On va passer à des mots. Oh. Justement, ici, j'ai corps sonore, justement. Ah oui. Voilà. Oui, parce que Robin m'avait demandé aussi pour le projet d'avoir une série de mots-clés. Puis dans le petit feuillet, vous pouvez avoir ça. Il y avait un qui c'était corps sonore. Mais le corps sonore, c'est comme au cœur de ma démarche. Là. C'est comme un truc. Parce que je suis toujours fasciné par justement comment le corps performatif se transforme ou devient autre à travers ces médiations sonores. C'est sûr que je viens de la musique et de l'art sonore et de la musique expérimentale. C'est quand même un peu le cœur de ma pratique et la performance. Puis ce serait pas mal ma préoccupation centrale, c'est comment justement le corps devient autre, le corps performatif devient autre à travers le son. De là, ici, ce qui m'intéressait, c'est justement d'être invisible, c'est qu'on ne voit pas mes actions performatives, puis le seul accès qu'on a au corps, c'est à travers leur transposition, leur traduction sonore. Donc, le corps sonore ici était aussi généré à travers le fait que justement je capte, il y a une modélisation donc du corps puis des actions performatives générées par le corps qui réorganisent les sons qui sont captés en temps réel tout le temps. Mais je m'arrêterai là parce que c'est comme ça peut être assez complexe comme question là, mais ouais. Juste pour vous rassurer, on ne va pas passer à travers tout. Non. D'ailleurs, peut-être qu'on va parler encore 5 minutes. Ouais, on a commencé 10 minutes en retard. On pourrait faire 10 minutes encore, puis Parfait. ouvrir. Ouais. Ah, ici, j'ai un sujet que tu as abordé tantôt qui est cher à toi. C'est écrit Normand Lamour et Shuby Taylor. Oui, c'est les seules références que j'ai données à Marie-Douce. Parce qu'il y avait tous les trucs plus conceptuels et philosophiques. Puis je me suis dit, mais quand même, au cœur du projet, parce qu'au début, comme sur la table dans les livres de référence, j'ai que mis de mes publications, de la publication de mes invités, mais j'avais pensé pendant longtemps mettre aussi l'autobiographie de Normand Lamour ou des choses comme ça. Puis je me disais, finalement, j'ai décidé de ne pas le mettre parce que c'était les seules sources externes. Mais finalement, tu vois, Simon les a ramenées, fait que c'était comme parfait. Puis à un moment donné, je t'ai envoyé aussi un soir Shuby Taylor. Puis c'était aussi le lien. L'année passée, j'avais fait un projet avec Linda Gaudreau ici, qui s'appelait Out of Sight, où on a introduit l'idée on avait travaillé à partir de différents artistes que j'avais comme fait découvrir Linda, des artistes outsiders. On avait surtout travaillé avec The Great Daryl Nathan, que Linda avait travaillé. Fait que cette idée, c'était aussi le lien par rapport à mon processus avec la galerie, par rapport à Linda, qu'on avait travaillé déjà en faisant venir ces outsiders-là à l'intérieur de la galerie. Puis pour moi, c'est mes artistes préférés. Puis donc, c'était comme cette filiation-là. Fait que je dirais, Normand Lamour, comment je pourrais dire... C'est quelqu'un qui travaille toujours à partir d'improvisation, puis c'est des machines d'écriture, parce que dans le fond, il improvise du texte en temps réel
Et il fait sa musique en temps réel. Et il dit que Dieu lui parle à travers un canal qui serait entre son anus et la fin de sa première vertèbre. Quand je l'avais rencontré au Madrid, puis il m'avait ouvert mon canal d'amour d'ailleurs. Puis j'avais compris. Non, c'est vrai, c'est vrai. Ça avait fonctionné. C'est un vrai mystique. C'est un de nos grands mystiques québécois. Puis avec Bernard de Montréal. Et pour moi, c'est comme quelqu'un qui m'influence beaucoup. C'était un de mes artistes préférés avec, je dirais, Adrian Piper puis Alice Coltrane, Marguerite Duras. Pour moi, c'est aussi important que ça pour moi. Mais Normand Lamour, c'est comment il a développé un langage idiosyncratique en relation aux technologies, parce que lui, dans le fond, il travaille avec une appropriation. Il travaille avec Ben the Box, qui est une application. Il travaille avec des presets, mais il s'y approprie. Fait que c'est comment il utilise la technologie. Pour moi, c'est fantastique. Comment il détourne de ses fonctions spécifiques, il s'y approprie, alors sans faire nécessairement de la programmation, en utilisant des choses déjà toutes faites. Et comment, à travers l'improvisation, il y a des choses comme vraiment hyper intéressantes arrivent, comme au niveau de la textualité, tout ça. C'est comme, mais il faut écouter. Il faut vraiment rentrer dans le travail pour comprendre toute la richesse. Il ne faut pas écouter les disques qui sont sortis, qui sont commerciaux. Il faut aller chercher ces disques qu'il faisait chez lui. Moi, j'en ai 200, donc je peux vous en envoyer si vous voulez. J'ai son autobiographie en PDF que je peux vous envoyer. Vous me dites, puis moi, ça me fait plaisir de répandre la bonne nouvelle. Ouais. Tu m'avais dit récemment, en parlant de lui et de Shuby Taylor, que tu trouvais que c'était des... Je paraphrase peut-être pas bien, mais que c'était des obsessionnels positifs. Et ça, c'est rare, quand Oui, même. en effet. Oui, c'est ça aussi. C'est un peu comme, justement, je parlais d'Alice Coltrane. C'est des gens, pour moi, qui font du healing music. C'est-à-dire, c'est de la musique qui fait du bien, puis qui aide... ouais, c'est hyper positif malgré leur situation très difficile. Surtout dans le cas de Shuby Taylor ou Normand Lamour, des gens qui vivaient très pauvres, etc. Puis de voir comment il y a tellement de positivité dans ce qu'ils font malgré tout. Pour moi, c'est magnifique. Ouais. Oula, gros sujet. Textualité. Textualité. Oui, ben on en a parlé déjà beaucoup. Textualité. Ben, comme je disais, pour moi, c'est une machine d'écriture. Puis dans ce cas-ci, c'était de voir, mettons, si je pouvais résumer le rapport à la textualité d'une manière assez simple pour répéter ce que j'ai déjà dit, c'est que je voulais voir ici, parce que même s'il y avait beaucoup de trucs que j'abordais dans ma thèse doctorale au niveau conceptuel, c'était de voir quel type de textualité pouvait émerger qui est vraiment en lien avec la pratique sans être a priori ou a posteriori, c'est-à-dire de voir une textualité qui arrive en même temps que la pratique. Donc, pas quelque chose qui est une théorisation après coup ou des spéculations avant, mais de voir qu'est-ce qui émerge. Au début, je voulais peut-être même faire des efforts même pseudo-théoriques, mais finalement, c'est devenu plus une narration fictive. Fait que là, c'était pas planifié que ça allait devenir une fiction, mais je pense que c'est devenu plutôt une textualité fictive que théorique dans ce cas-ci. Mais à la base du projet, quand Michel m'avait demandé de proposer de quoi, c'était de voir quel type de discours émerge en temps réel, pour justement pas que ce soit quelque chose qui est top to bottom, mais vraiment bottoms up, c'est-à-dire vraiment que la textualité soit à même la pratique. Ouais. Puis quand on travaille dans des structures académiques, souvent c'est comme, tu sais, c'est difficile cet arrimage textualité et pratique. Puis ce qui m'intéresse, c'est de voir comment la textualité peut être vraiment une pratique, puis directement imbriquée dans le faire même, puis dans l'émergence performative. Comme la musique. Comme la musique, oui. Une dernière question, peut-être, Alexandre. Qu'est-ce que tu vas faire de tout ça? Quelle est la suite? Ben, oui, c'est une bonne question, mais en même temps, j'ai déjà des idées, bien entendu. Mais dans le fond, comme je fais toujours, moi, à chaque fois que je fais un projet, je fais presque toujours des disques et des livres à partir de ça. Ici, je ne sais pas encore sous quelle forme, mais c'est clair que je vais réécrire. Je vais utiliser ça comme un matériau pour écrire un livre, ça c'est certain, et faire un disque, ça c'est certain. Je ne sais pas encore s'il va y avoir même l'image ou ça. J'aime bien l'idée que ce soit ça, qu'il y ait une certaine version qui soit ça, et que la réincarnation a posteriori soit que du texte et que du son. Donc, ouais. Ça risque d'être ça, mais je vais y réfléchir. Là. Pour l'instant, ça serait ça, mais ça, c'est ce que je fais souvent.
Peut-être que je vais essayer quelque chose d'autre. Peut-être qu'il va. Ouais. Mais ça serait le but, puis de faire une synthèse. Mais c'est sûr que ça va être le prochain mois, là, une grande synthèse. Ouais. Un long processus de deuil aussi. Ouais. Je pense qu'il va y avoir une période de questions maintenant. Oui, s'il y a des questions. Je suis pas, mais je mange pas. Oh. Salut Alex. Allô? Tu sais, tu dis que ton travail est opaque puis hermétique. Ben, dans ce cas-là, je voudrais savoir c'est quoi ton rapport avec la métaphore? La métaphore comme au niveau textuel ou comme par rapport à... Ben, à ton travail en général, tu sais. Oui, bien, Est-ce que c'est un rapport avec la communication ou oui, ben, justement, par rapport à c'est une bonne question. Mais il est opaque ou hermétique, mais c'est pas pour moi l'hermétisme, l'opacité, c'est pas quelque chose qui est de l'ordre du fait que je... C'est comme... C'est pas quelque chose qui bloque. C'est juste que c'est pas de l'ordre d'une communication directe. Mais après, c'est que les gens interprètent comme... On peut faire ce qu'on veut à partir de ces signes-là, mais c'est aussi que moi-même, je ne saisis pas tous les aspects. C'est plus ça, c'est-à-dire créer des dispositifs qui fait qu'il y a des choses qui émergent que moi-même, je ne saisis pas, qui sont opaques pour moi-même aussi. Parce que, tu sais, des fois, je dirais la critique qu'on a sur les travaux qui sont opaques et hermétiques, c'est qu'on pense que c'est seulement l'artiste ou un petit cercle d'initiés, comme dans la tradition occulte, par exemple, qui va comprendre. Moi, dans mon cas, c'est ça que j'avais travaillé aussi d'ailleurs avec David, c'était cette idée d'une opacité, d'un hermétisme qui n'est pas lié à un cercle d'initiés, c'est aussi que l'artiste lui-même ne saisit pas tous les aspects de son travail. Puis de créer des créatures qui sont autonomes. Parce que une fois qu'on fait quelque chose, ce qu'on fait notre travail, c'est pas une expression pour moi de ce que je veux dire ou de mes intentions, c'est d'autres choses. Puis vu que je m'intéresse à des choses qui sont hors de mon contrôle, j'aime que les choses, que ces créatures-là aient leur propre vie, puis que je les saisisse pas tout à fait non plus. C'est plus dans ce sens-là. C'est pas une volonté de dire vous allez pas me comprendre. Ben, de toute façon, tu travailles avec le langage, la musique, la poésie, c'est tous des langages universels. Oui, c'est ça, exact. Tu vas toujours... Fait qu'il y a un rapport ouvert. C'est ça. Cette opacité-là est ouverte. C'est comme un paradoxe, mais ce paradoxe-là m'intéresse, que justement, comme tu dis, je suis musicien. Puis la musique, comme tu dis, il n'y a pas de... c'est pas comme un truc qui... Mais je travaille avec des codes, puis dans le fond, peut-être c'est mon rapport à la musique qui fait que je m'intéresse autant à des mots qui sont sonores, qui n'ont pas de sens, qui sont matériels. C'est pour ça que la poésie sonore m'intéresse beaucoup. C'est pour ça que que dans ma poésie, il y a beaucoup de mots qui n'existent pas dans le langage naturel, mais que je crée d'autres. Puis ça m'intéresse beaucoup. Puis pour moi, je ne sais pas, ça c'est ma sensibilité, mais je trouve ça souvent, ça m'intéresse plus que de comprendre. Quand je vois une certaine langue qui est comme étrangère, puis je travaille à partir de cette langue étrangère-là, mais c'est peut-être lié justement à mon rapport musical. Puis la poésie sonore puis la musique, c'est très proche. Là. Ouais. Mais en effet, fait que c'est pas nécessairement quelque chose qui est fermé complètement, c'est ouvert à l'interprétation complètement. Moi, je trouve que l'opacité est une condition de l'ouverture. Ça, c'est mon petit côté Maurice Blanchot. Ouais. OK, merci. Salut Alexandre, je vais essayer d'être claire. Justement, est-ce que cette opacité et hermétisme, comme tu l'as décrit, te permet justement de faire émerger quelque chose au lieu de, je trouve que souvent la démarche artistique, aujourd'hui, on demande d'y aller comme un processus scientifique avec, tu fais une théorie, puis là, tu la mets en essai, puis tu essaies de prouver ta théorie. Oui, tu mets une hypothèse, Ouais, puis là, tu exactement. l'éprouves. Ouais, je trouve que de plus en plus, on demande aux artistes de procéder comme ça. En recherche-création. Oui, et donc est-ce que justement d'y aller avec comment tu vois l'hermétisme et l'opacité, ça te permet de détourner ça et de juste pouvoir... Ce qui émerge, oui, c'est un peu mon point. Puis je me bats souvent là-dessus en recherche-création sur des trucs pour valoriser
qu'il y a peut-être des modalités en recherche-création, justement, qui diffèrent de d'autres méthodes, des sciences humaines ou des sciences pures. Étonnamment, des fois, des sciences pures, des fois, on est aussi proche, sinon plus. C'est plus les méthodologies des sciences humaines, des fois, qui ne collent pas nécessairement aux pratiques artistiques. Puis on essaie beaucoup à l'école, puis dans les universités, de prendre ces méthodologies puis de les forcer. Puis des fois, je trouve que ça ne fonctionne pas du tout. C'est pas, puis ça fait comme des trucs comme alambiqués, mais qui ne sont pas opératoires pour la pratique artistique. Ouais. Fait que oui, en effet, ce rapport à l'hermétisme-là, c'est de travailler à partir justement de quelque chose d'autre, de voir à travers l'expérience pragmatique. De plus en plus, par contre, autant en sciences humaines qu'en philosophie, qu'en sciences, ces techniques pragmatiques-là commencent à être... oui, ça c'est bien, c'est-à-dire de voir à quel point vraiment, à travers la pratique, les questions qui émergent. Donc, plus des méthodologies émergentes, à la place d'y aller avec un postulat trop rigide à la base, puis juste de voir si ça fonctionne, si ça ne fonctionne pas. Ouais. Moi, j'ai une question pour Mary-Douce. Prends le micro. C'est par rapport, parce que toi, tu travailles en l'édition aussi, puis tu as déjà publié des livres avec Alexandre Simon, puis N.F. Schock. Puis, peut-être tu peux décrire un peu plus comment tu vois la relation entre la performance ou quand même insaisable, puis la publication. La performance et... Oui. L'insaisable, qu'est-ce qui est temporaire, puis peut-être en rapport avec comme une exposition comme ici, comme cette exposition-ci, où il y a toute une accumulation des traces, puis toute une méthodologie là. Alors, puis aussi un bouquin peut servir, un autre qui peut servir comme aller au même bout. Ben, quand tu parlais, Alexandre, de textualité en temps réel, je ne sais pas comment le dire mieux, j'étais vraiment comme... je trouve que c'est un concept super intéressant. Je ne sais pas vraiment comment te répondre. Robin, je suis absolument nulle pour répondre des trucs on the spot. C'est pour ça que c'est lui qui parle. Oui, c'est ça. C'était supposé être le contraire, mais en fait, c'est plus toi qui me rassure. Enfin, mais ouais, c'est ça. Je sais pas quoi répondre. Désolée. C'est juste une question. Toi, tu es quelqu'un qui suit la performance expérimentale. Oui. Puis, en même temps, produire les traces ou de façon ou d'une autre des objets qui sont issus de ça, qui sont produits de ça, mais il y a un processus de médiation aussi. Alors, ça, je te demande une question un peu autour de ça. Oui, ben j'ai une pratique interdisciplinaire, puis pratiquement tout ce que je fais, à part la musique, ça c'est l'exception où j'ai à performer, c'est pas ce que j'aime le plus faire, mais tout le reste est plus dans la documentation, disons, ou dans le... Je suis plus à l'aise avec le livre que la performance, disons, comme étant une trace de quelque chose. C'est pour ça que en fait, quand je te posais une question sur la suite, j'espérais juste que tu dises que oui, tu travailles possiblement sur un livre ou sur un disque ou... On va peut-être le faire ensemble, on va voir. Ouais. Tu as d'autres questions? Sinon, on va boire. Merci Marie-Douce, merci Alex. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a du son, il y a des choses qui bougent ici. Est-ce qu'il y a une intention derrière ça ou l'intention c'était tout simplement de laisser l'espace comme il était? Tu veux dire qu'il y ait beaucoup de choses ou dans le sens de la multiplicité ou plus... Dans le cadre de l'entretien aujourd'hui, il y a un entretien, on vous écoute, mais il y a des images, il y a du bruit. Ah, tu veux dire dans l'entretien. Ah, l'entretien, mais dans le fond, là, on le fait au sein de l'installation. Puis comme d'ailleurs, c'est ça, comme là, je vais repartir le son, parce que j'ai coupé... Il y a les petits sons acoustiques qu'on entend ou des choses qui ne sont pas en haut. J'ai laissé tout ce qui est
en bas, là. Mais j'ai coupé le système de son. Mais d'ailleurs, je vais remettre le son après pour les gens qui n'ont pas vu, parce que pour moi, le son est vraiment important. Bien entendu, là, je suis un artiste sonore. Mais, donc, je vais rallumer le son, puis on va tout entendre. Mais idéalement, si j'avais même pu, oui, j'aurais aimé ça que les voix sortent même dans l'environnement sonore, mais là, c'était pour libérer. Mais c'est pas voulu nécessairement. Pour l'entretien se passe dans l'installation. Ouais. Mais ta question, c'était par rapport Je me demandais s'il y avait une intention performative d'avoir les traces des différentes performances qui un peu interfèrent avec l'entretien. Parce que dans arrière ici... Oui, il y a plein de textualités. Oui, mais moi, ouais, mais j'ai réfléchi à me dire, est-ce que j'enlève ou je laisse? Je disais non, on garde ça. Parce que dans le fond, c'est ça l'univers ici, c'est un univers multiple avec plusieurs voix. Je dis que c'est comme c'est un espace polyphonique. Puis ce rapport polyphonique-là m'intéresse, c'est-à-dire, là, j'ai enlevé tous les sons parce que sinon, ça serait vraiment difficile de nous entendre. Mais le reste, oui, sans que ce soit un acte conscient, parce qu'aujourd'hui, c'est une discussion, je trouve intéressant ce rapport polyphonique-là qu'il y a avec ma voix, mais avec aussi de la textualité haute derrière, puisque le travail est vraiment profondément comme sur la couche puis l'accumulation, mais en transparence. Puis moi, c'est ça que j'aime. C'est pour ça que je disais que c'est une grosse machine psychédélique aussi. Les effets psychédéliques peuvent provenir aussi de cette multiplicité-là, de ces couches, puis de comment on va chercher des choses. Mais chaque chose en soi est pas. Tu peux la regarder, mais sinon tu regardes un ensemble, puis là tu rentres dans un espace de confusion. Après, c'est à toi de faire ton parcours, en fait. Ouais. Oui, je trouverais ça intéressant. Moi, je sais que si j'étais à ta place, j'aurais écouté en même temps que j'aurais lu, puis j'aurais fait je me serais fait une forme narrative en relation à ce que je vois et entends. Ouais. C'est bon, ben merci. Merci beaucoup. Merci d'être venu.